C'est un honneur pour moi d'être en compagnie du docteur Bernard Massy pour la première fois à Radio Unicité dans le monde de Slide Chapel. Bonjour Bernard. Bonjour, Monsieur Chappell, ça va bien? Ça va très très bien, merci. Et vous? Moi, ça va à merveille. Évidemment, on a des petits temps d'automne là, qui nous annoncent que ça va changer bientôt, mais pour l'instant, on est confiant que l'été va revenir quand même. J'espère parce que ça a été très très court comme été. C'est vrai qu'on a des Ouais. températures automnales, Mhm. mais l'été n'est pas fini. Et Non. puis j'espère qu'on va connaître d'autres belles journées. Par contre, docteur Massy, c'est un peu inquiétant de voir des gens qui sont malades en plein été, comme ça. Il y a beaucoup de rhumes, de grippe, de toutes sortes de virus et les gens sont affligés de ça pendant leurs vacances. C'est un sale temps pour être malade en plein été. On remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades. Est-ce que ce serait dû aux effets secondaires d'une vaccination? Comment on explique ça? Parce que c'est inhabituel. Oui, en effet, cette observation-là est assez généralisée un peu partout où les pays ont largement vacciné, ce qui n'est pas le cas des pays africains notamment qui n'ont pas vacciné tant que ça, mais dans les pays occidentaux, les pays riches, entre guillemets, surtout qui ont déployé la vaccination sur la plateforme d'ARN messager modifié, le Pfizer, Moderna, on constate en effet qu'il y a une recrudescence d'infections respiratoires et de toutes sortes d'autres infections qui est atypique en termes de fréquence, puis surtout, on ne s'attend pas à voir ça ce temps-ci de l'année. Et bon, l'explication plausible de ce phénomène-là, vraisemblablement, c'est que on sait maintenant par des études quand même assez détaillées que cette plateforme vaccinale-là provoque un déséquilibre au niveau de la réponse du système immunitaire, ce qui fait que les gens qui ont été surtout vaccinés à répétition, notamment après la 3e dose, commencent à expérimenter des plus grandes fréquences au niveau des infections parce que le système immunitaire est moins robuste pour se défendre contre ça. On le voyait d'ailleurs très bien. Il y a une étude qui a été faite dans la clinique Cleveland, qui est une des plus grosses cliniques aux États-Unis, 51 000 employés. Donc, ils avaient la fiche de santé de tout le monde. Et ce qui était clair, c'est que il n'y avait pas forcé la vaccination dans la clinique, donc il y avait une proportion de gens qui n'étaient pas vaccinés, puis il y avait des gens qui avaient 1 dose, 2 doses, 3 doses, donc ça variait dépendant des individus dans cette clinique-là. Et c'était clair que plus les gens avaient des vaccinations, plus il y avait des cas de COVID. Et Comparativement aux gens non vaccinés. Donc, c'est quand même un bon échantillon, 51 000, et cette étude-là a été publiée après, processus habituel de l'analyse par les pairs et tout, et c'est indiscutable comme résultat. Bon, expliquer, est-ce que ça peut s'extrapoler aux autres infections? Ben, c'est pas exclu, parce qu'en fait, ce qui va faire qu'on va résister mieux à une infection respiratoire comme la COVID ou d'autres, c'est parce qu'on a un système immunitaire qui est relativement alerte. Et ces injections-là, malheureusement, ont perturbé l'équilibre normal du système immunitaire. On le voit dans le recrudescence d'infections, surtout qu'on appelle latentes, comme le zona ou des infections Epstein-Barr, herpès. Et également, malheureusement, on voit dans les recrudescences de gens qui avaient des cancers qui apparemment étaient bien soignés, et là, tout à coup, qui reviennent. Parce que, comme pour ces infections latentes, les cancers que les gens peuvent avoir développé il y a très longtemps, sont maintenus, si on veut, dans un état de contrôle par le système immunitaire. Et quand le système immunitaire fonctionne adéquatement, ben, les cancers, on les garde sous contrôle. Et là, s'il y a une perturbation du système immunitaire pour toutes sortes de raisons, ben, les cancers peuvent revenir. Et cette injection avec cette technologie expérimentale effectivement, il y a beaucoup d'indications qui montrent que ça perturbe l'équilibre normal ou le fonctionnement normal du système immunitaire. il y a des nouveaux cancers qui peuvent apparaître aussi pour quelqu'un qui était en bonne santé. Ah oui, des nouveaux cancers, ça a été noté par des oncologues qui ont observé des types de cancers qu'ils n'avaient jamais vus avant, ou encore des cancers qu'ils avaient déjà vus, mais pas dans des populations jeunes. Ils avaient vu ça dans les populations plus âgées, mais des populations jeunes, ils ne voyaient pas ce type de cancer-là. On dit, qu'est-ce qui se passe?
quand on voit un cas, deux cas, tu te dis, OK, c'est anecdotique, mais quand tu en commences à en avoir des dizaines de cas, puis que tu parles à tes collègues oncologues, puis ils ont la même observation, ben, tu te dis, il y a quelque chose d'un petit peu anormal qui se passe. Est-ce qu'on s'entend que, par exemple, une jeune femme dans la vingtaine qui voit un cancer du sein apparaître, ça se peut, mais c'est un peu anormal, là. On Ben, voit ça en haut de 40 ans habituellement. bon, il y en a qui commencent des cancers du sein dans la trentaine, là, mais bon, effectivement, faut être prudent d'extrapoler à partir d'un seul cas. C'est pour ça qu'il faut accumuler suffisamment d'informations Mhm. pour être assez, solide pour ce qui est de formuler des hypothèses pour dire quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. C'est fondamentalement ce que l'épidémiologie est censée faire, que ce soit pour des infections ou pour d'autres types de maladies. Mhm. Et dans ce cas-là, les cancers, les résultats qu'on voit, l'augmentation des cancers qui arrivent dans des populations plus jeunes, qui on ne voyait pas auparavant, ben là, ça soulève des questions. Qu'est-ce qui se passe tout à coup qu'on en voit autant? Monsieur Massy, selon un rapport de l'INSPQ dont les grands médias n'ont pas encore parlé, on se demande pourquoi, hein, il y a un risque significatif de souffrir d'une myocardite ou d'une péricardite dans les 21 jours suivant l'administration d'une deuxième ou une troisième dose de vaccin à ARN messager. Donc, le vaccin qui était sûr et efficace, là, ça a pris le bord, ça? Ben, il faut faire la distinction entre la science et de la propagande. Sûr et efficace, on ne peut pas avancer de tels qualificatifs pour quelque produit que ce soit avant de l'avoir démontré dans la population. Bon, on aurait tous souhaité qu'il soit sûr et efficace. On aimerait bien que quand les organismes de santé font la promotion d'un produit, ben que c'est censé être efficace et relativement sécuritaire. Mais dans ce cas-là, vous vous souvenez bien, on a vraiment accéléré la cadence à laquelle on fait normalement l'approbation et on a un peu beaucoup tourné les coins ronds pour ce qui est des étapes habituelles de validation, autant de l'efficacité que de l'innocuité. Et en bousculant la cédule habituelle, on s'est ramassé qu'un produit, dans le fond, qui était testé dans la population. Malheureusement, les populations humaines ont servi de cobayes non consentantes parce que j'ai pas l'impression, quand les gens se faisaient vacciner, signaient des formules de consentement éclairées, comme dans un essai clinique. Avant d'aller plus loin, docteur Bernard Massy, on peut vous considérer comme un chercheur. Ça fait plusieurs années que vous êtes actif. Avant qu'on se fasse traiter de complotiste, vous, est-ce que vous êtes pour ou contre les vaccins? Je vais dire les vaccins en général, parce que ça date pas d'hier, là, le vaccin. C'est une bonne question. En fait, moi, dans mes conférences, ce que je dis en paraphrasant un humoriste français qui est décédé il y a un certain temps, mais qui s'était rendu célèbre en faisant une campagne présidentielle en France, j'ai nommé Coluche. Il y avait une phrase très intéressante que je paraphrase et que j'ai repris dans le contexte de la vaccination en disant la chose suivante. La vaccination, je ne suis ni pour ni contre. Bien au contraire. OK. Ça dépend des vaccins et ça dépend à quelle population on les administre, ça dépend pour quelles conditions. On peut pas faire moi je pourrais dire, de déclaration sans nuance de dire tous les vaccins sont bons ou tous les vaccins sont mauvais. Il y en a des bons puis il y en a des moins bons. Par exemple, au niveau de la qualité des vaccins, vous savez, ces produits-là, c'est fabriqué selon un processus relativement complexe. Si on prend un virus, par exemple, qui est mon domaine d'expertise, prenons un vaccin classique, virus polio, qui est plus utilisé maintenant, mais ça a été vraiment une des grosses campagnes de vaccination dans les années 50. Il faut faire pousser le virus en culture cellulaire, puis là, ensuite, il faut le purifier, le préparer dans un mélange avant de l'injecter aux gens. C'est des processus relativement complexes qui demandent de faire du contrôle de qualité du produit et tout. Et quand les normes de biofabrication suivent pas des règles très précises au niveau de la qualité, non seulement
on a une question sur la pertinence de ce qu'on a comme vaccin, puis dans quelle indication on veut le déployer, mais en plus, est-ce que le produit qu'on vous administre est de qualité? On sait très bien, vous avez sûrement entendu parler de temps en temps que les gouttes qu'on se met dans les yeux pour toutes sortes d'indications, si de tout à coup on voit qu'il y a un lot qui semblait douteux parce qu'il y a eu un cas d'infection, on tire tout le matériel de là parce qu'on ne veut pas prendre de risque d'induire d'autres infections chez d'autres personnes. Absolument. Et là, ces vaccins-là, le contrôle de la qualité, moi j'ai une expertise en production qu'on appelle de produits comme ça, de vaccins, et d'anticorps thérapeutiques, je connais les normes qui doivent être appliquées, puis on les a pas suivies, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a quelque temps, j'ai reçu le professeur Patrick Provost et il me disait que ce n'était pas un vaccin que les Québécois ont reçu et que partout dans le monde, c'est une injection expérimentale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, tout à fait. Cette technologie-là, notamment pour les ARN messagers modifiés, ça n'a jamais été déployé avant pour aucune indication à grande échelle. Ça n'a pas été approuvé pour aucune indication. C'était toujours en phase expérimentale. Au départ, on l'avait développé pour faire de la thérapie génique, précisément. Puis ensuite, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on essaie de l'utiliser que ça pouvait être compliqué à utiliser en thérapie génique parce que la technologie permettait pas une expression suffisamment importante puis suffisamment prolongée. Alors là, il y a eu des modifications qui ont été faites à la technologie pour lesquelles, vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais pour lesquelles les inventeurs ont reçu un prix Nobel l'année dernière qui avait modifié l'ARN messager en utilisant en incorporant ce qu'on appelle les pseudo-uridines à la place des uridines, qui est un des nucléotides qu'on a dans le messager. Et ça avait permis de prolonger l'expression. Le problème, c'est qu'en faisant ça dans une condition de plateforme vaccinale, c'est que le gros problème, c'est qu'on ne contrôle pas la dose de ce qu'on injecte parce que on envoie une capsule de lipides qui contiennent messager. On connaît la dose de messager qu'on met là-dedans, mais on ne sait pas combien ça va produire de ce qu'on veut, c'est-à-dire l'antigène vaccinal, comme dans ce cas-là, c'est l'aspect. On ne sait pas combien ça va en produire. Ça varie énormément d'un individu à l'autre. On ne sait pas où ça va être produit parce que même si on l'injecte dans le muscle, ça peut se retrouver partout dans l'organisme. On le sait, ça a été mesuré. Puis en plus, on ne sait pas combien de temps ça va être produit. Puis il faut se rappeler d'une chose, c'est que cet antigène-là, c'est reconnu comme étranger par notre système immunitaire. Et la façon dont le vaccin fonctionne, puis la réponse aux infections fonctionne, c'est que quand on reconnaît ça comme quelque chose, une substance étrangère, notre système immunitaire va développer des défenses pour se débarrasser des cellules qu'il produit. Mais si ça s'en va dans toutes les cellules dans votre organisme, dans le cœur, dans le cerveau, dans les ovaires, dans les cellules des vaisseaux sanguins, ben là, il va y avoir une attaque de ces tissus-là par votre système immunitaire qui va provoquer toutes sortes de pathologies. Est-ce que c'est un vaccin classique? On n'avait jamais fait ça avant. C'est certain que quand les gens ont voulu en faire la promotion au grand public, ils n'ont pas dit que c'était de la thérapie génique parce que si on avait dit aux gens c'est de la thérapie génique, beaucoup de gens auraient dit c'est quoi ça? Je connais pas ça. Ils auraient probablement refusé. Ils auraient refusé. Et les gens qui ont fait la promotion de ça le savent très bien. Il y a eu des conférences où on voit les gens dire il faut pas dire aux gens que c'est de la thérapie génique parce qu'ils vont pas l'accepter. Mais si on dit que c'est un vaccin, là, les gens vont dire ouais, vaccin, c'est bon. En général, moi, j'ai eu des vaccins quand j'étais jeune, puis ça marchait bien. J'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Donc, on a autrement dit habillé, si on veut, le terme. Moi, j'appelle ça du maquillage de marketing. On peut même appeler ça de la propagande, parce que quand ça correspond pas à ce que le produit est, et s'il y en a qui veulent contester ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'excitent surtout sur les réseaux sociaux, là, pour dire est-ce que vous dites c'est précis ou c'est pas précis, ben, la plus grande association qui fait de la thérapie génique au monde, qui est l'American Society of Cell and Gene Therapy, catégorise ces produits-là comme la thérapie génique. Ben, ils doivent connaître ça un petit peu quand même. Ils font ça depuis une trentaine d'années, puis ils savent c'est quoi la thérapie génique. Là. Quand on produit du matériel génétique
pour produire quelque chose, c'est de la thérapie génique. Peu importe si l'intention c'est vaccinale ou autre application, ça reste que c'est un produit de thérapie génique. Et c'est tellement plus alléchant quand ça vient avec un hot dog ou encore avec une loterie qui nous permet de gagner des centaines de dollars. Et c'est là que ça sonne l'alarme dans le fond parce que pourquoi aurait-on besoin d'un hot dog, d'un incitatif vraiment, moi, que je trouve... C'est questionnable. C'est questionnable. C'est non seulement questionnable, mais c'est pas utile. Je veux dire, quand il est question de santé, on n'a pas à convaincre les gens de cette façon-là de se protéger. Et quand on voit aussi qu'après la première dose, il en faut une deuxième, il en faut une troisième, puis là, il y a certains qui sont rendus à 4, 5, 6, puis ils sont toujours pas protégés parce que c'est eux qui tombent malades. Alors, la protection est pas là, donc ce n'est pas sûr et efficace. Et là, il y a quelque temps, ils nous ont fait accroire à une recrudescence de cette fameuse pandémie de COVID. Les Québécois n'ont pas l'air d'avoir marché là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de demande pour les vaccins. Là, je pense qu'on a tous compris. Donc, ils se tournent vers d'autres choses. Avant de parler d'une prochaine pandémie qui s'en vient, moi, je veux savoir précisément à quel moment vous avez soupçonné une supercherie ou vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Selon vos recherches que vous avez faites et l'expérience que vous avez acquis à travers les années, est-ce que vos interrogations et le fait que vous vous prononcez aujourd'hui datent de la COVID ou c'était même avant? Quand est-ce que vous vous êtes aperçu que ça ne marchait pas? Ben, disons que comme mon expertise est plus en virologie et immunologie, et que j'ai moi-même fait de la recherche pour développer des vaccins, surtout des vaccins vétérinaires, mais quelques-uns des recherches que j'ai faites, c'était pour des vaccins humains, des rotavirus humains. J'ai donc une assez bonne connaissance des virus et aussi de la réponse immunitaire quand on veut faire de la vaccination contre des virus. Mais j'ai aussi utilisé ces technologies-là pour le traitement du cancer, par exemple, donc essayer de stimuler une réponse immunitaire pour tuer spécifiquement les cellules cancéreuses. Donc, j'ai une assez bonne connaissance de ça. Et quand j'ai entendu, assez tôt quand même, dans toute cette folie-là, dans les médias, que, hey, pour cette infection-là avec le SARS-CoV-2, l'immunité naturelle, ça fonctionne pas, il y a juste le vaccin qui fonctionne. Ben là, tu dis, attends un petit peu, là. C'est impossible. Parce que pour qu'un vaccin puisse fonctionner, il faut que on induise une réponse immunitaire chez la personne à qui on administre le produit, qui fabrique donc l'antigène vaccinal. Et si le système immunitaire fonctionne pas, ben on va pas avoir de réponse, on va avoir de protection. Et depuis quand qu'on sait que le système immunitaire protège de manière beaucoup plus efficace par une infection naturelle que par une vaccination, ben on sait ça depuis plus que 2000 ans. Par des observations empiriques avant même qu'on connaisse la notion de virus, de bactéries ou de système immunitaire. On sait très bien que les gens qui faisaient une infection, lorsqu'ils en guérissent, ils vont pas la réattraper après. Ils sont protégés. Puis dans l'étude, dans le cas précis du SARS-CoV-2, malgré toute la propagande et la confusion qu'on a voulu semer autour de cela, ben, il y a eu une étude qui a été faite à Israël. Vous savez, Israël, ils ont été pas mal en avance de tous les autres pays avec Pfizer pour la vaccination. Ils ont été les pionniers, si on veut. Ben, il y a eu une étude très précise qui a été faite assez tôt, après le déploiement du vaccin, à l'automne 2021, qui démontrait clairement que dans une population de gens jamais vaccinés, mais infectés par le virus, lorsqu'on regarde la protection qu'ils ont par rapport aux gens qui sont vaccinés, c'est plus que 10 fois plus. C'est pas trop surprise pour moi, là. Si ton système immunitaire peut pas te protéger suite à une infection, je vois pas comment la vaccination va réussir parce que la vaccination, contrairement à une infection naturelle, il faut, disons, utiliser des approches un peu simplifiées. Les vaccins qui ont été déployés pour la COVID, c'est ce qu'on appelle des vaccins sous-unitaires. On prend juste une protéine du virus. Le coronavirus, il fait 30 protéines différentes. On en prend une. On dit c'est celle-là.
Puis en plus, on a pris celle qui est le plus variable parce qu'elle est à la surface du virus. Et comme elle est exposée au système immunitaire, quand le virus rentre dans notre organisme, le système immunitaire va essayer de réagir à ça, puis il va l'avoir, cette protéine-là, puis il va tout de suite, ça va être tout de suite une cible. Et le virus, qu'est-ce qu'il fait pour se cacher un peu de la réponse? C'est qu'il modifie la séquence. Donc, ça fait toutes les variants dont on a entendu parler. Cette zone-là est particulièrement, va varier avec une plus grande rapidité que toutes les autres. Fait qu'on prend une seule protéine qui varie beaucoup, puis en plus, ce que je trouve particulièrement préoccupant, puis on le savait déjà avant de choisir cette protéine-là, c'est une protéine biologiquement active qui est cytotoxique, c'est-à-dire qu'elle a toutes sortes de profils de toxicité dans différents organes. Fait que je vous injecte un message pour la fabriquer un peu partout à des doses inconnues pour une durée inconnue. Est-ce que comme stratégie, ça vous apparaît quelque chose de raisonnable? Pas du tout. C'est mieux de vendre ça avec un hot dog. Oui. Oui. Ça passe mieux parce que dit comme ça, c'est sûr qu'on part en courant, on touche pas à ça, mais ils nous ont tellement... en fait, est-ce qu'on peut dire obligé? Parce que là, j'avais vu un article passé comme quoi Justin Trudeau n'avait jamais obligé personne à prendre le vaccin, mais ça a été fortement poussé de là à perdre notre emploi, perdre nos privilèges, nos sorties dans les restaurants ou certains lieux publics. Donc, c'est devenu assez intense, là, presque illégal. Ça dépend à quel texte de loi on se réfère. Si on prend le code de Nuremberg qui avait été produit suite ou l'expérience médicale des nazis puis des Japonais durant la Deuxième Guerre mondiale, on avait mis en place un code très strict pour dire on ne peut en aucune façon injecter ou administrer à des humains un traitement quel qu'il soit sans leur consentement libre et éclairé. Mm-hmm. Ça fait du gros bon sens, OK? Absolument. Et dans ce cas-là, est-ce que votre consentement est éclairé si on ne sait pas, si vous ne savez pas ce qu'on vous injecte? Puis est-ce que votre consentement est libre si vous risquez de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir garder votre emploi et surtout, pour certaines personnes qui n'étaient pas prises dans ce cas-là, mais de vous faire rejeter par la société, de vous faire ostraciser par des gens qui disent vous êtes une mauvaise personne, vous êtes responsable de la mort des gens qui ont cette infection-là parce que c'est de votre faute s'ils ont été infectés. Ça s'appelle ça du chantage affectif. Ça ne peut pas être un consentement libre et éclairé, ça. Non, là, on revient à ce que vous disiez tantôt, c'est de la pure propagande qui a été faite pour inciter les gens. C'est de la coercition. Voilà. Il n'y a pas d'autres termes. Il y a de l'abus de pouvoir aussi là-dedans. Effectivement. Mais j'ai une grande question pour vous. Puis là, on fait juste jaser. On ne se connaît pas vraiment. On s'est croisés une fois et j'ai eu vraiment de l'intérêt à vous recevoir parce que mon mandat à Radio Unicité, c'est de réinformer les gens puisque dans les grands médias, ce n'est définitivement pas ce qu'ils font. Alors moi, j'aimerais savoir selon... vous, et peut-être pas nécessairement en tant que docteur si vous ne voulez pas vous mouiller à ça, mais la question, elle est toute simple mais compliquée à la fois, c'est pourquoi? Ah, ça, c'est une grande question qui a été en fait soulevée même durant la Commission d'enquête nationale citoyenne où on a produit notre rapport. On a entendu plus de 300 personnes, dont 94 experts. Et il y a plusieurs des personnes qui sont venues témoigner qui, justement, ont soulevé cette question-là du pourquoi. Et c'est une question qui est très importante, mais on n'a pas, dans le cadre de notre commission d'enquête, développé des approches pour essayer de répondre à ça. On peut toujours spéculer sur le pourquoi. Et moi, en tant que scientifique, ce qui m'intéresse, c'est le quoi et le comment. Ce que je peux observer, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça s'est passé. Pourquoi c'est arrivé? Ça, c'est une question qui est très importante. Ça demande une analyse différente au niveau, je dirais, géopolitique, au niveau sociologique, au niveau psychologique. J'ai des hypothèses, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, je préfère pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Mais en même temps, je peux entendre des gens qui veulent spéculer sur des raisons là-dessus, puis
et qui peuvent m'amener des arguments ou m'amener des façons de comprendre ça sous cet angle-là. J'en ai des idées, moi également, mais je préfère rester dans mon domaine d'expertise parce que sinon, je vais me ramasser dans le même cas de figure d'un commentateur, journaliste, entre guillemets, sur des grandes chaînes qui dit tout et n'importe quoi en partageant son opinion non fondée de manière peut-être un petit peu abusive. Je préfère rester dans mon champ d'expertise. Absolument, parce que il peut avoir beaucoup d'hypothèses émises. Le temps nous donnera raison, peu importe ce qu'on pense. Moi, je crois que c'est un test, un véritable test d'obéissance. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre parce que ce n'est définitivement pas pour protéger la santé des gens. Hein. Moi, je l'ai dit, j'ai pas peur de le dire et ça m'appartient comme opinion. Tout ce que Santé Canada émet, je me tiens loin de ça parce que il y a toujours des rappels à quelque part, il y a toujours des nouvelles études qui contredisent ce qu'ils ont déjà dit. Alors moi, ils n'ont plus de crédibilité à mes yeux. Rien de mieux que notre intuition pour se fier à ce qu'on met dans notre corps. Mais il y a tellement de propagande présente qu'à un moment donné, notre petite voix, on l'entend plus. Elle fait un peu défaut parce que là, on se laisse influencer par ces grands médias-là. Et souvent aussi, quand les médias ont influencé assez de personnes, c'est notre entourage qui nous met ça dans la tête. Ah, t'es pas vacciné, tu devrais, il faut protéger les autres, il faut se protéger soi-même. Puis là, finalement, tu deviens un peu plus vulnérable, tu ne veux pas te déplaire, mais il y en a qui ont gardé leur point, qui ont resté debout. Et aujourd'hui, ils sont tout seuls. Ces gens-là, ils se font traiter de fous, de complotistes, etc., juste pour avoir suivi leur intuition. Donc, je trouve ça très dommage, les dommages collatéraux, en fait, que ça a causé, cette division-là que le gouvernement a instaurée chez la population. Donc, on est aux prises avec ces résidus-là. Comment on fait pour vivre avec ça aujourd'hui sans s'obstiner avec tout le monde? Ouais, c'est une grande question. Moi, j'œuvre dans le collectif de Réinfo COVID, qui est maintenant Réinfo Québec depuis bientôt 3 ans, et également dans un autre collectif au niveau canadien qui s'appelle le Canadian COVID Care Alliance, qui fait à peu près le même genre de travail, mais le comité où je suis, un groupe important de scientifiques et de médecins dans lequel on discute de tous ces dossiers-là, mais avec l'angle très pointu de la science. Le problème, c'est que le monde dans lequel on est très compliqué, puis il n'y a personne qui peut avoir suffisamment d'expertise pour décider qu'il va prendre telle ou telle action basée sur de l'information très pointue. On ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Donc, il faut qu'on puisse se fier à certaines personnes. On aimerait ça dans un monde bien géré, pouvoir se fier aux représentants du gouvernement. Et on aimerait se fier aux institutions. Le problème dans les gens qui sont au gouvernement, c'est que très souvent, eux autres, ils sont relativement, disons, je vais essayer de le dire le plus gentiment possible, peu rigoureux avec les faits et la vérité. Ils vont écrire des spins, des narratifs qui vont leur permettre de paraître sous un jour favorable. Et on arrive à un point où on patauge tellement dans la confusion puis dans des informations qui sont pas fiables qu'on sait plus vraiment, on peut plus faire confiance. Maintenant, on aimerait que les gens qui travaillent dans les institutions de santé, par exemple, on peut se fier à eux, mais ces gens-là, s'ils sont un peu pris dans un carcan par les décideurs politiques, puis qu'il y a comme une espèce d'échange entre les deux, où les gens qui sont en haut de la hiérarchie, pour arriver en haut de la hiérarchie, ce qui les amène là, c'est pas leur compétence, mais leur conformisme. Est-ce qu'ils vont suivre les ordres? S'ils suivent les ordres, ils vont être en haut de la hiérarchie. S'ils suivent pas les ordres, ils se font éjecter du système. Donc, on sélectionne dans nos organismes qui devraient nous protéger, malheureusement, des gens qui sont plus préoccupés par leur statut et leur habilité de suivre ce qui est recommandé, que de faire des recommandations vraiment bénéfiques pour la santé. Il sort des informations, il y a des scientifiques dans ces domaines-là
dans ces institutions-là qui sont honnêtes, intègres et compétents, mais il faut qu'on les entende. Il vient de sortir l'étude parler du NSPQ. Il y a des scientifiques au NSPQ qui ont fait cette étude-là, puis ont constaté, comme partout dans le monde, là, que suite à ces injections-là, il y avait une augmentation des myocardites importante, surtout avec le Moderna, qui est plus toxique que le Pfizer. Et d'ailleurs, beaucoup de pays européens ont vu ce signal-là il y a 2 ans. Puis ils ont proscrit l'utilisation du Moderna pour les jeunes de moins de 30 ans. Ici, non. Exactement. Même chose pour l'AstraZeneca aussi, qui avait été banni de plusieurs pays, puis ça continue à circuler ici. Alors, si c'est dangereux ailleurs, ça doit être dangereux ici aussi. Ben, c'est probablement les mêmes humains. Ben, exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Hein? On parle carrément de corruption là, à ce moment-là. Ben, effectivement, je suis très préoccupé par les investissements, on pourrait dire, enthousiastes du gouvernement fédéral et provincial dans l'usine de Moderna au Québec. Mm-hmm. Comment, lorsqu'on a permis un tel investissement dans cette usine-là, on va commencer à questionner si cette fameuse technologie-là livre les promesses auxquelles on s'attendait. Et tous les indices à l'effet qu'il y a des problèmes avec ça, ben, c'est sûr que ça va compromettre la confiance des gens envers ces produits-là, puis qu'il ne va pas s'en vendre autant qu'on voudrait, à moins qu'on force les gens à le prendre. Mais là, je pense que là, ils ont tellement forcé la main avec ces vaccinations-là durant la période de la COVID. Et également, il y a tellement, la résultante de ça, c'est comme on a vacciné de manière absolument généralisée des gens qui n'avaient pas besoin d'être vaccinés, des enfants, des gens qui n'étaient pas à risque, des jeunes qui n'étaient pas à risque. Ils ont eu les effets secondaires de la vaccination. Est-ce qu'ils vont avoir confiance après ça à ces produits-là? Probablement pas, mais moi, une des préoccupations que j'ai, c'est que il y a d'autres vaccins dans notre arsenal qui sont utiles, puis ils ont fait leur preuve au fil des temps. Mais là, les gens vont probablement faire un amalgame, puis ils vont perdre confiance en toute technologie vaccinale parce qu'ils perdent confiance dans les institutions qui en font la promotion, vu que ces institutions-là n'ont pas donné les informations appropriées au moment où c'était utile. On pousse encore la vaccination pour des doses de rappel pour le mois pour l'automne. Il y a une chose qu'il faut savoir, puis peut-être que ça serait bien pour votre auditoire de comprendre cet aspect-là de la vaccination, surtout avec les ARN messagers modifiés, c'est que après la 3e dose, et ça c'est bien documenté, on produit des anticorps qu'on appelle IgG4, qui sont des anticorps qui vont vous rendre tolérant à l'antigène. C'est comme ça, par exemple, que les gens se deviennent un peu plus tolérants à toutes sortes d'allergies. On fait des expositions répétées à l'allergène, puis à un certain moment donné, les IgG4 sont produits, puis là, on est tolérant. Les gens qui font des élevages d'abeilles, par exemple, qui se font piquer par des abeilles, les premières fois, ils font des grosses réponses, puis à un moment donné, ils répondent pas beaucoup, parce qu'il y a une bonne réponse de tolérance avec les IgG4. Mais c'est ça que ça fait, ces injections-là, après la 3e dose. On veut-tu se rendre tolérant à la COVID? Pas une bonne idée, là. On se demande pourquoi, après ça, qu'il y a des recrudescences de COVID en été, puis que, posons-nous la question, est-ce que les gens qui sont malades de la COVID, on ne parle pas des gens qui ont des tests positifs, parce que ça ne veut pas dire que c'est sérieux, là, mais des gens qui sont malades de la COVID, il y a des gens vaccinés ou non vaccinés là-dedans? Est-ce que les non-vaccinés sont malades de la COVID ou seulement les vaccinés? En tout cas, des non-vaccinés malades de la COVID, j'en ai vu rarement. Rarement. Alors, on peut se poser la question aussi. Ils ont gardé leur système immunitaire qui se défend naturellement. Ça passe, tandis que les vaccinés sont toujours malades à répétition. Il y a même, et ça, on ne l'invente pas, c'est vérifiable, il y a même un pourcentage de surmortalité au Québec qui est assez effrayant. Ça se note aussi partout dans le monde. Et là, on est aux prises avec des gens qui décèdent dans la cinquantaine et moins, ce qu'on ne retrouvait pas auparavant. On s'entend que c'est pas normal là, que les gens aient des malaises cardiaques et en décèdent en bas âge, surtout des gens en bonne santé qui font du sport, qui mangent bien, relativement bien. En fait, on ne meurt pas comme ça là, soudainement. Là, on fait le moindre effort physique
pouf, on tombe par terre. Bon, il y en a qui réussissent à se relever, mais quand même, c'est pas normal de devoir faire aussi attention pour ne pas avoir un malaise cardiaque. Donc, c'est notable depuis quelque temps, et on dirait que là, ils ne savent plus quoi faire pour camoufler ces fameux effets secondaires-là. Donc, ils vont blâmer n'importe quoi. Là, c'est rendu dangereux de boire de l'eau parce que l'eau pourrait contenir quelque chose qui provoque des malaises cardiaques. Et ça, c'est les grands médias qui en parlent. Eux qui sont supposés être fiables disent maintenant n'importe quoi pour défendre les instances là, qui les payent, dans le fond, le gouvernement qui finance les médias de façon très, très grasse depuis quelques années, qui leur permet de passer leur message et leur propagande. Et il y a même, et ça, je ne sais pas, on pourrait en discuter ensemble avant de conclure notre entretien, mais j'ai vu une déclaration d'un pneumologue allemand du nom de Dr. Wolfgang Wodarg qui dit « Ce qu'on nous vend comme la variole du singe présentement, qui a été renommée la variole simienne, ben, c'est dans la plupart des cas ce qu'on appelle le zona. Hein. Le zona refait surface en plus grande quantité là, chez les gens. Et on dit que c'est l'un des effets secondaires les plus fréquents du fameux vaccin de la COVID. Donc, cette espèce de variole simienne serait commercialisée pour cacher les effets secondaires du vaccin de la COVID. Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, écoutez, on peut faire des hypothèses, on peut spéculer là-dessus. C'est certain qu'il y a plusieurs infections virales qui vont avoir des ressemblances avec la variole simienne. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir de la confusion? Ben, il n'y a pas de confusion si on fait un diagnostic rigoureux. OK? Il ne faut pas seulement avoir les symptômes qui sont assez génériques, le mot de tête, maux de gorge, fatigue, puis les pustules, les fameuses pustules. Ben, une fois qu'on voit ces symptômes-là, on dit « Oh, ça ressemble à une variole, OK, bon. » Il faut faire des tests précis pour savoir quel type de variole que c'est. Est-ce que c'est une variole simienne ou c'est un autre type de virus? Ben, on peut le détecter. Et on ne peut pas sauter aux conclusions rapidement, comme on a fait durant l'épisode COVID, où on avait décrété que tous les symptômes qui ressemblaient un petit peu à un rhume, une grippe, pneumonie, c'était automatiquement le SARS-CoV-2. Vous savez, il y a des tableaux qui ont été produits durant cette période-là où la grippe, le virus de la grippe, elle était disparu du monde. Il y avait à peu près 30 millions de cas de grippe par année, puis là, tout à coup, il n'y en avait plus. Il y avait zéro au moment où la COVID est arrivée. Mais ça, la seule façon que ça peut arriver, c'est si on fait une attribution administrative en disant tout ce qui va ressembler à rhume, grippe, pneumonie, c'est que ça, c'est COVID. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des courbes épidémiques effrayantes, épouvantables. Vous savez, les maladies respiratoires, que ce soit des virus, des mycoplasmes ou des bactéries, on en connaît à peu près 200 micro-organismes ou virus qui peuvent vous donner des symptômes de rhume ou de grippe. On peut pas dire automatiquement quand il y a un rhume ou une grippe que c'est celui-là. Pour dire que c'est celui-là, il faut toujours bien s'assurer que d'abord il est présent puis en quantité suffisante parce que tous ces virus-là ou toutes ces bactéries-là, on les a dans notre système, sont dans nos voies respiratoires. C'est une question de dose. Pour que ça fasse une maladie, il faut qu'il s'amplifie puis qu'il commence à déjouer nos barrières qu'on appelle l'immunité mucosale, puis là, pouf, ils s'en vont dans le système. Mais s'ils ne se rendent pas là, le fait qu'ils soient présents, ça ne veut pas dire qu'ils ont causé la maladie. Durant cet épisode de COVID, on a pas mal négligé ce qu'on appelle les postulats de Koch, c'est-à-dire démontrer la présence du micro-organisme et démontrer que c'est lui qui est responsable de la maladie. On a bypassé ça complètement. On a dit, si on voit une petite séquence, on voit une séquence de matériel génétique, quelle que soit la quantité qu'il y a là-dedans, c'est ça, le diagnostic. Voyons donc. On sait bien que ça n'a pas de bon sens. On veut rejouer le même scénario avec la variole du singe. Ça pourrait, faut être vigilant. Mais dans le cas de la variole du singe, vous savez, c'est quand même une zoonose tropicale, là, qui se fait en Afrique surtout. Bon, là, on dit on a un cas en Suède. Ben oui, ça se peut que quelqu'un d'Afrique ait fait un voyage en Suède. Ça veut pas dire que la maladie va se répandre partout, surtout que ce genre de maladie-là, les zoonoses, en général, qui se des infections qui se transmettent des animaux aux humains, en général,
c'est pas très contagieux dans la population humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un contact fréquent avec les animaux infectés pour qu'on commence à développer la maladie. Puis ensuite, pour le transmettre à un autre humain, souvent, ça va prendre une exposition importante, peut-être des bonnes doses de micro-organismes. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est principalement ce qu'on appelle une maladie transmise sexuellement, parce que là, les contacts sur la peau sont très fréquents, sont très intenses, intimes. Et souvent, bon, dans ces pratiques-là, il va y avoir des fissures au niveau des tissus qui va permettre au virus de pénétrer dans l'organisme. Oui, ça va rendre les gens malades, ben oui. Mais ça prend des expositions importantes. C'est un virus de la famille des pox qui est principalement comme hôte le singe. Est-ce qu'il peut se transmettre à l'humain? Oui, mais ça prend une exposition forte. C'est pour ça que, en général, c'est restreint aux populations de gens qui ont des rapports sexuels intimes entre hommes. Et on l'a vu la dernière qu'il y a eu en 2022, 2023. Bon, elle s'est résorbée à un certain moment donné lorsqu'on a dit aux gens, votre meilleure protection dans ce cas-là pour éviter d'être malade, c'est changer vos habitudes de contact que vous aviez, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de vos potentiels partenaires qui peuvent l'avoir et vous la transmettre. Attendez que ça se résorbe, là. Puis quand les gens vont être corrects, vont être guéris, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les gens l'ont eu, s'ils sont pas trop malades, s'ils sont pas trop immunosupprimés, ils vont en guérir et puis ils vont pas la retransmettre après, là. Ça s'est résorbé, la courbe de l'autre infection. Là, l'infection qu'on a en ce moment, c'est un virus légèrement différent qui est un peu plus infectieux, qui est un petit peu plus pathogène, mais ça va suivre exactement, probablement le même genre de profil si on intervient au niveau de mesures de santé de manière correcte. Éviter les contacts intimes. Parce que ça ne se met pas autrement. Fait qu'il faut pas partir en panique. Il faut surtout pas commencer à vacciner à tire-larigot les gens qui en ont pas besoin parce qu'ils sont pas exposés à ça. Puis ils sont vulnérables. Ils sont pas vulnérables non plus s'ils sont pas immunosupprimés. Ils ont essayé de nous vendre ça en 2022-2023, comme vous l'avez dit, ça a plus ou moins marché, mais là, ils nous remettent ça de façon un peu plus sévère, en poussant encore avec la peur. Docteur Massy, est-ce que vous pensez que nous sommes à la veille d'une nouvelle pandémie avec cette variole-là? C'est une bonne question. Puis comme j'ai répondu déjà à un autre de vos collègues dans une entrevue semblable, moi, bon, je suis pas un expert en épidémiologie, que je me fie aux gens qui ont de l'expertise là-dedans, puis que je considère que c'est des sources fiables. Et à la Commission d'enquête nationale citoyenne, on avait eu en audience le professeur Didier Raoult, et je lui ai posé précisément cette question-là. Maintenant qu'on a vécu cette crise de la COVID où il y a eu plein de propagande et d'informations erronées concernant, la gravité de la maladie. On n'a pas fait la discrimination qu'il y avait des gens qui étaient plus susceptibles que d'autres. On a commencé à répandre l'idée que ça pouvait se transmettre de manière tellement facile par les voies aériennes, puis que les masques étaient pour protéger, etc. Bon, il y a eu plein de trucs qui ont été faits là-dedans. Puis les gens ont eu peur, puis on dit, on se cache chez nous jusqu'à temps qu'un vaccin va nous sauver, alors que ce vaccin-là, pour toutes sortes de raisons, fonctionne pas, puis on pourrait élaborer là-dessus, mais la question que je lui ai posée, est-ce que les gens vont encore tomber pour ce genre de propagande? Et à ce moment-là, en 2023, il venait d'avoir justement la première épisode de la grippe, de la variole de simienne, puis bon, ça s'était arrêté. Puis lui pense que maintenant, les gens, après ce qu'ils ont vécu là, sont plus, disons, ils sont moins crédules. Et peut-être qu'il y a encore des gens qui vont embarquer là-dedans, mais on peut anticiper qu'il y a une proportion suffisamment importante de gens qui vont dire un petit peu. Là. Moi, je te crois pas. J'embarque pas dans cette folie-là. J'espère. Si c'est gens qui résistent, ça va pas arriver, c'est tout. J'espère parce que l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut degré d'alerte face ils font ça régulièrement. Oui, ils font ça de plus en plus aussi. Mais là, ça a attiré évidemment l'attention de plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Il y en a même un au Danemark, oui, qui a dit être prêt à produire 10 millions de doses de vaccins contre cette variole simienne. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec 10 millions de doses? Hein? C'est pas encore de la propagande. Ce vaccin-là qu'ils ont, c'est pas un vaccin
du virus de la variole de singe. C'est pas un Mpox, c'est un vaccin pour la variole humaine. Comme les virus se ressemblent un peu, il y a des réactions immunitaires croisées, il y a une certaine protection conférée par ça. Mais il faut quand même savoir que c'est pas un vaccin qui est inoffensif. Il y a des populations, lorsqu'on le déploie, qui ont des effets indésirables assez importants. Et donc, est-ce qu'on veut prendre le risque de se faire vacciner au cas où, si on n'est pas une population à risque, de par l'endroit où on se retrouve? Si on n'est pas en Afrique, là, les chances qu'il va en avoir beaucoup, c'est très faible. Puis, si on n'a pas des pratiques, si on veut, de contact intime avec des personnes infectées, c'est quoi les chances qu'on l'attrape? C'est relativement faible. Donc, s'il y en a qui sont plus à risque pour toutes sortes de raisons, puis qui veulent avoir ce vaccin-là, il faudrait qu'ils sachent que le vaccin, quand même, qui est moins dangereux ou qui donne moins d'effets indésirables que ceux qu'on a déployés pour la COVID-19, il faut quand même savoir que c'est pas sans risque. Et je vois pas la justification de le faire, certainement pas dans la population générale. Maintenant, vous dites 10 millions de doses pour l'Afrique, ben, c'est pas énorme, mais c'est certain que pour eux autres, si on leur commande la dose, c'est une compagnie, ils vont dire, on va vous les produire, on va vous les livrer. Pourquoi pas? C'est notre modèle d'affaires. Il ne faut pas leur reprocher aux compagnies de faire ça. Là. Le danger, c'est que ça commence là, puis ça va s'étendre un peu partout jusqu'au Canada, parce que le Canada... Pas sérieusement. Ben, je l'espère. En tout cas, docteur Bernard Massy, ça a été un plaisir d'avoir toutes ces bonnes et belles informations. On est maintenant un peu plus alerte avec tout ce qui se passe. La prudence est de mise et surtout se fier à notre instinct, à notre intuition et surtout l'expérience qu'on a accumulée avec les années. Merci beaucoup pour ces informations précieuses. Ben, moi, je veux juste terminer sur un truc que vous avez répété à plusieurs reprises concernant les hot dogs pour les vaccins. Tu sais, on disait aux enfants quand ils étaient jeunes, si un monsieur que tu connais pas, il veut t'offrir des bonbons pour monter dans son auto, il faudrait que tu fasses attention. C'est la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir. Merci infiniment, docteur Bernard Massy. Plaisir.